L'administration Trump annule un vaste contrat pour un vaccin contre la grippe aviaire. Est-ce étonnant? Quand vous avez à la tête du ministère de la Santé un anti-vax, et qu'en plus, Trump, de toute façon, tout ce qui est science, etc., il y a plus de moyens. Enfin, on coupe les financements, on interdit des mots. Enfin, malheureusement, sommes-nous étonnés? Sûrement d'ici peu un gros danger de croisement animal-humain. Là, pour l'instant, déjà, la grippe aviaire arrive à passer à l'être humain. Ce que ça n'arrive pas à faire pour l'instant, c'est un humain qui a été contaminé, qui a la grippe aviaire. Pour l'instant, le virus ne saute pas d'humain à humain, d'homme à homme, d'humain à humain, on va dire. Donc, c'est ce qui permet, on va dire, pour l'instant, mais forcément, plus le virus circule, plus il y a de risques de mutation et plus il y a de risques qu'il y ait peut-être une mutation qui permette au virus de passer d'humain à humain. Et là, ce ne sera pas la même chanson. Déjà, dans tous les cas, même si on n'est pas concentré que sur les humains, la grippe aviaire, c'est quand même, elle fait quand même de gros dégâts. Donc voilà, et là, si ça touche les humains, ça peut vite être catastrophique. Et salut Gamecro. Ok, bon, l'heure qu'à toi. Faut pas se demander si, mais quand, oui, effectivement, c'est plus quand, ouais. En plus de ça, il faut savoir que la grippe aviaire, c'est vrai que on en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais la grippe aviaire, c'est aujourd'hui 50% de décès. Et salut Titan, le live de la digression, exactement, bienvenue, bienvenue. Et oui, la grippe aviaire, pour l'instant, toutes les personnes qui ont contracté la grippe aviaire, 50% sont décédées. Alors, bien sûr, il y a la comorbidité, des raisons des facteurs de comorbidité qui peuvent expliquer ça. Et bonsoir, Aïd, comment ça va? Qui peuvent expliquer ça, mais il y a aussi le fait que selon où vous êtes dans le monde, vous avez plus ou moins accès aux soins, et ce qui fait que vous avez plus ou moins de chances d'y passer, d'être plus ou moins bien traité. Donc ça à prendre en compte aussi, mais il n'empêche, la grippe aviaire, sur le nombre de cas recensés, alors je sais plus si le cas c'est genre 900 et du coup la moitié c'est à peu près 450, ou si c'est 450 et du coup il faut compter la moitié de décès, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais voilà, pour vous dire que c'est quand même pas rien, quoi. Donc effectivement, des décisions comme celle-ci aux États-Unis, dans un pays aussi énorme que les États-Unis, peuvent avoir un impact considérable, quoi. Cool, aux USA, les 50% les plus susceptibles à ne pas vouloir se vacciner sont les Trumpistes. Après, aux USA, je crois qu'il y a eu un seul décès pour l'instant, et c'était une personne qui présentait justement des facteurs de comorbidité. Mais bon, dans tous les cas, faut rester vigilant, quoi. Et en plus, le système de santé aux USA fait que vous avez plus ou moins bien accès au traitement, quoi. D'ailleurs, finalement, j'étais partie sur un truc, mais du coup, tant qu'on parle des USA, on va aller, parce que je voulais vous en parler normalement rapidement, mais autre chose qui peut nous impacter, du coup, de ce qui se passe aux USA, c'est face à la pression de l'administration Trump sur l'industrie pharmaceutique, il faut anticiper une flambée des prix des médicaments. Et salut Efficience, comment ça va? Comment ça se fait que t'as déjà écrit dans le chat et je t'ai pas vu? Il n'y a pas marqué que c'était ton premier message à côté. Bon, en tout cas, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, je m'y perds. Donc oui, dans tous les cas, ce qui se passe aux États-Unis a un impact au niveau international, ça c'est une certitude. Sur la santé, sur les épidémies, encore plus de fait. Mais là, au niveau pharmaceutique aussi. Aujourd'hui,
Donc je vais lire le chapeau, je vais pas lire tout l'article. Je vous le mettrai de toute façon l'article dans le Discord, hein, comme d'habitude. Alors c'est un article du Monde qui est réservé aux abonnés, mais si vous voulez vraiment, vraiment le lire, demandez-moi. Je peux offrir 5 articles par mois. Donc, je n'offrirai pas à tout le monde, mais s'il y a une personne qui veut vraiment, vraiment le lire, ça peut se faire, quoi. Que c'est surprenant, l'autre canard orange devait pas induire un coût de vie plus abordable. Sur ce, je pars en lurk, des bisous. Bon lurk. Ouais. Ouais, de toute façon, ça sent la cata, mais le problème, c'est pour les Américains, hein, le problème, c'est que plus ça va aller, pire ça va être, quoi. Les effets délétères de la politique, et notamment en matière de santé, ça va finir par se sentir. Donc, le système de négociation internationale entre laboratoires et États, parce que c'est comme ça que ça se passe, et chaque État négocie avec les laboratoires, risque d'être bouleversé par les États-Unis. Dans une tribune du Monde, Maurice Pierre Planel et Thomas Rapp, spécialistes de l'économie de la santé, invitent l'Europe à s'en préoccuper, notamment en ce qui concerne les médicaments les plus innovants. Alors, parce que les médicaments aux États-Unis, les prix des médicaments, vous êtes peut-être sans doute, vous le savez déjà, mais ça coûte une fortune. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'Américains ne peuvent pas se payer des médicaments. Il y a eu tout un... Et je crois il me semble qu'ils ont réussi à peu près à encadrer le prix, mais je crois que ça reste encore très cher, notamment sur l'insuline. Parce qu'aux États-Unis, ils sont très touchés par le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 2 est considéré par l'OMS comme une pandémie mondiale. Alors, c'est pas un virus, hein, mais c'est notre mode de vie actuel fait qu'il y a vraiment de plus en plus de cas de diabète de type 2. Et aux États-Unis, alors que le diabète de type 2 en général concerne des personnes, entre guillemets, d'un certain âge, enfin passé, on va dire en général 50 ans, vers 40, 50 ans, vous pouvez avoir du prédiabète. Donc en général, c'est bien de vérifier sa glycémie. Aux États-Unis, vous avez aussi des adolescents qui vont être touchés par le diabète de type 2. C'est pas un diabète de type 1. Le type 1, c'est un diabète infantile qui a un peu un autre processus que le diabète de type 2. Si jamais il faut que je réexplique, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, la différence entre le type 1 et le type 2. Mais le fait est que normalement, un adolescent, il y a encore quelques dizaines d'années, on n'avait pas de cas de diabète de type 2. Ça paraissait impossible. Et aujourd'hui, on en a, et notamment aux États-Unis. Type 2, quand tu deviens résistif au sucre. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le diabète, dans tous les cas, il y a un souci avec la gestion du sucre. Vous avez une glycémie, donc un taux de sucre dans le sang élevé. Et normalement, pour faire baisser la glycémie dans le sang, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va être sécrétée par le pancréas pour permettre aux cellules de faire rentrer le glucose dans les cellules. On va faire simple. En gros, l'insuline, c'est la clé qui permet au sucre de rentrer dans la cellule. Dans un type 1, le pancréas, la partie du pancréas qui sécrète l'insuline est détruite parce que c'est une maladie où le système immunitaire s'attaque à lui-même. J'ai un trou de mémoire là tout de suite. Et dans le type 2, le pancréas, normalement, continue de produire de l'insuline. Auto-immune, merci Lorgibus. Auto-immune, le système immunitaire, merci, s'attaque à lui-même. Donc ça, c'est le type 1. Dans le type 2, le système immunitaire ne s'attaque pas au pancréas. Le pancréas fonctionne normalement, en tout cas dans un premier temps. Mais l'insuline circulante n'est plus aussi efficace. Et genre, au lieu, imaginons d'avoir Dr House. Ah, mais Dr House, apparemment, il s'était quand même souvent assez basé sur des faits précis, et, pour certains des faits réels et des choses précises. Je crois qu'ils sont vraiment entourés de spécialistes pour pas dire trop de conneries. Donc c'est pas forcément une mauvaise base, en tout cas. Et donc, dans le type 2, l'insuline, imaginons qu'avant, il fallait une clé pour faire rentrer un sucre.
Et ben là, il va falloir peut-être 4 clés pour finir à faire rentrer un sucre parce que bah, les cellules deviennent résistantes à l'insuline et donc, bah, le sucre n'est pas autant aussi bien, enfin continue à circuler dans le sang et on a donc cette hyperglycémie chronique qui est dangereuse pour la santé. Donc ça, c'est le type 2. Et le type 2, on le voit donc à partir d'un certain âge parce que, je sais pas, par exemple, les cellules, elles en ont un petit peu marre de voir l'insuline et elles commencent à se rebeller et à dire bah non. Et du coup, voilà. Mais aussi, bah, c'est souvent si vous avez aussi beaucoup sollicité, entre guillemets, enfin, vous avez eu souvent du sucre dans le sang, bah, ça va finir par marcher moins bien. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent, bah, les adolescents qui contractent, enfin qui ont le diabète de type 2 sont souvent des adolescents qui mangent hyper sucré, coca, produits transformés, McDo, etc. Et comme aux États-Unis, il y a un gros problème de ce côté-là au niveau de l'alimentation, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays, et ben, le nombre de cas de diabète de type 2 explose. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait plus clair hein, sur le diabète. Si jamais c'est pas clair, que vous avez encore un doute, reposez, enfin voilà, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Mais parce que là, je pars un peu dans tous les sens. C'est pour ça que m'a dit mon médecin, fini les 4 pains au chocolat par jour, surtout tartinés de pâte au chocolat blanc de noisette. Oui, donc faut éviter. On finit les biscuits chocolat blanc avant de m'endormir. Oui, c'est pareil. Chocolat, ouais, c'est. Mais à quoi bon vivre? Ah mais il y a plein d'autres plaisirs, hein. C'est sûr que le diabète de type 2, ça peut être chiant. Le diabète, de toute façon, c'est chiant. L'idéal, c'est de prévenir comme d'habitude, hein. Mais c'est pas toujours simple. Mais clairement, le diabète de type 2, le fait qu'il y ait une explosion du nombre de cas, est clairement dû à la sédentarité, à l'alimentation, à notre mode de vie et c'est pour ça que les cas explosent. Donc voilà, il y a vraiment une remise en question à faire de ce côté-là. Donc le fait est que manger une chocolatine, ça marche pas non plus, ça marche pas. La feinte ne prend pas. Enfin, ton corps, il fait pas la différence. Lui, c'est pour lui, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, notamment donc aux États-Unis, qu'on a beaucoup entendu parler de l'insuline, parce que bah, certains patients qui avaient quand même besoin d'insuline, parce que malheureusement, ce qui se passe dans un diabète de type 2, au début, votre pancréas, du coup, il va compenser la résistance des cellules à l'insuline en produisant plus d'insuline. Comme je vous disais, au lieu d'avoir besoin d'un insuline pour un glucose, bah, peut-être qu'il va falloir 4 insulines pour un glucose. Donc là, on comprend bien qu'il va falloir augmenter la quantité d'insuline produite par le pancréas. Sauf que le pancréas, bah, c'est un organe, c'est pas éternel et il se fatigue et il finit par produire moins d'insuline. Et là, il faut du coup combler ce besoin d'insuline par des injections. Or, l'insuline aux États-Unis coûte très très cher et certains patients, malheureusement, ne pouvaient pas se traiter. Et entre manger ou se soigner, bah, malheureusement, certains n'avaient pas trop le choix et ne pouvaient pas se payer leur traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu aux États-Unis. Il n'y a pas de, enfin la réglementation sur les prix. Je suis pas spécialisée hein, de ça. Peut-être que certains d'entre vous s'y connaissent un peu mieux. Mais des médicaments aux États-Unis, clairement, c'est la jungle. Même dans tout ce qui est hôpitaux, etc. C'est pareil. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'assurance comme chez nous. Les mutuelles, enfin, il n'y a pas de sécurité sociale pour tout le monde comme chez nous. Les mutuelles coûtent une blinde. Enfin bref, c'est clairement autre chose. Et les dépenses de santé aux États-Unis sont particulièrement plus élevées puisqu'elles représentent 17,6% du produit intérieur brut contre 10,4% en moyenne en Europe. Elles pèsent aussi lourdement sur le budget des ménages américains. Donc ça s'explique aussi parce que justement, il y a, on va dire, les prix des produits pharmaceutiques ne sont pas vraiment bien négociés par les États-Unis. On laisse un peu faire les industries, un peu complètement faire les industries pharmaceutiques. Donc là, l'idée, c'est que Trump, il veut renégocier tout ça. On connaît ses capacités de négociation très douces et délicates.
Sauf que, alors c'est pas le premier, hein. Là, il rappelle quand même que c'est un problème récurrent, que lors des plusieurs campagnes électorales aux États-Unis, ce souci du prix des médicaments aux États-Unis était abordé. Enfin voilà, il n'y a pas que Trump, mais j'essaye de retrouver le passage que je voulais. Alors, Donald Trump avait déjà tenté dès 2018 de mettre en place la clause de la nation la plus favorisée. Cette mesure récemment remise à l'agenda, permettrait d'aligner le prix des médicaments américains sur les prix les plus bas pratiqués dans d'autres pays développés, notamment en Europe. Forcément, ça arrange pas les industries pharmaceutiques. Donc cette clause, elle soulève une question essentielle. Quel prix de référence retenir dans les comparaisons internationales? En effet, on distingue 3 prix pour un même médicament. Le prix net, réellement négocié entre le laboratoire et le payeur, donc je suppose entre le laboratoire et l'État. Le prix facial, officiellement publié par les autorités de santé. Et le prix d'officine, payé en pharmacie par les patients. Donc, on voit déjà qu'il y a 3 prix plus ou moins différents. Parce que forcément, quand vous avez des intermédiaires, il y a des remises commerciales négociées avec les industriels et le payeur. Le prix d'officine, il faut ajouter le prix facial plus la rémunération des circuits de distribution. Enfin bref, le prix net fixé dans chaque pays reste couvert par le secret des affaires. Comme ça, on ne sait pas trop des fois que... voilà. Ce qui permet aux laboratoires d'adapter leur stratégie commerciale. Les laboratoires adaptent le montant des remises consenties à chaque pays en tenant compte de facteurs comme l'importance de la maladie, le nombre de patients ou encore leur capacité à gagner des parts de marché. Ah, ça reste du business, un business is business. Donc forcément, voilà, le fait que l'insuline, par exemple, soit distribuée à beaucoup de patients, c'est un gros marché, donc il y a de l'argent à se faire, quoi. Donc, si les États-Unis imposaient l'accès à ces données confidentielles pour fixer leur propre prix, donc on sait tous qui paye quoi, combien, cela bouleverserait profondément le système de négociation internationale. L'administration Trump pourrait exiger d'obtenir de la part des industriels des remises équivalentes à celles des autres pays, voire faire pression sur les marchés où les remises sont importantes pour les produits américains. Donc, 2 conséquences majeures pourraient survenir en Europe. D'une part, cela pourrait conduire à une harmonisation des prix vers le haut ou le bas, selon les États. En France, on négocie très drastiquement quand même le prix. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais les prix, en tout cas des médicaments remboursés, pris en charge par la sécurité sociale, sont très bas d'un point de vue des entreprises pharma, hein. Et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est très bien, entre guillemets, pour nous, pour la sécurité sociale, mais c'est pas pour rien aussi qu'on est plus susceptible d'avoir des pénuries de médicaments. Et salut Arcator, comment ça va? Des pénuries de médicaments, parce que tout simplement, c'est moins intéressant pour les entreprises pharmaceutiques de nous vendre à nous pas cher plutôt que dans un autre pays où leurs médicaments, ils peuvent le vendre plus cher. Donc ça aussi, ça crée un petit quelque chose qui nous rend plus sensibles à ça. Après, c'est aussi les enjeux de la négociation. C'est de proposer un prix qui fasse que on soit moins sensible aux pénuries, quoi. Alors, ça n'explique pas toutes les pénuries qu'on peut connaître, mais une partie. Ça va bien, ça va bien. Et après, il s'étonne que certains tirent dans le dos d'un des plus gros patrons de l'assurance santé américaine. Il y a à peine 6 mois, l'affaire Luigi Mangiani qui a tué Brian Thompson. Ouais, ça me parle. Après, de toute façon, aux États-Unis,
J'ai envie de dire le système est pété et l'accès, enfin aussi le fait que cet homme ait eu accès à une arme facilement. Après, j'ai pas suivi toute l'affaire, j'en ai entendu parler, mais, euh, mais c'est clair que vivre aux États-Unis en ayant peu d'argent et des problèmes de santé, bah ça pue quoi. Ça pue. Il y a des gens qui se présentent aux urgences et qui meurent soit sur les chaises des urgences parce qu'ils n'ont pas de couverture santé. Donc, ils ne sont pas pris en charge. T'as pas de thune, on ne prend pas en charge. C'est vraiment le capitalisme à son comble, quoi. La santé, t'as pas de thune, bah on te soigne pas. C'est vraiment ça. Alors qu'en France, bah, vous êtes malade, vous allez quand même avoir accès à un minimum de soins. On vous laissera normalement pas crever. Normalement. Après, peut-être que vous allez pouvoir me citer des contre-exemples. Je sais qu'aussi, dans tout ce qui est soins dentaires, etc., on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas prises en charge, alors que pourtant, c'est important. Mais malgré tout, on reste encore, croisons les doigts pour que ça dure, on reste encore mieux lotis que les Américains là-dessus, quoi. Pour un délai, oui, les délais d'attente. Ça, après, de toute façon, c'est tout le système de santé. Et là, c'est même pas forcément une question du coût de l'examen ou quoi. C'est une question de quantité de personnel disponible et de. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent ça. C'est manque de personnes formées. Après, il y a aussi que, vu que ce sont des examens aujourd'hui qui vont être plus facilement prescrits, parce que plus accessibles aussi, mais il y a une saturation du système de santé, c'est clair et net. Enfin, aujourd'hui, les déserts médicaux, par exemple, ne concernent plus que les campagnes. Les villes sont aussi touchées. Donc en fait, c'est partout. Donc, il y aurait besoin de réfléchir en profondeur à notre système de santé, mais si c'est pas fait, c'est parce que bah, c'est un gros chantier qui va coûter beaucoup d'argent, mais qui aussi, à terme, ce sera des dépenses en moins. Oui, il y aura un gros investissement de départ, mais si vous avez un système de santé plus efficient, derrière, vous allez aussi avoir des gens qui seront traités plus rapidement, donc une prévention meilleure, une prise en charge meilleure, donc moins de frais lourds de santé par la suite. Et ça, malheureusement, c'est valable pour plein d'autres sujets où, en investissant au départ, oui, un petit peu une somme, mais vous économisez à terme. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah déjà, il faut quand même avoir cet argent disponible, hein. Même si on prend à petite échelle, il faut pouvoir avoir cet argent. Mais il y a aussi un truc, c'est que nos politiques, ils sont là pour. Enfin, notre président, on va dire en l'occurrence, hein, on va parler du président, mais les politiques sont là pour 5 ans, pour un mandat. Et l'idée, s'ils veulent se faire réélire, c'est que ça passe bien. Donc, de ne pas faire des trucs qui soient trop foufou, des trop grosses dépenses. Il n'y a pas cette vision à long terme, en fait. Et ça pose problématique. Ça fait des années et des années et des années qu'on aurait dû réfléchir et déjà investir dans une refonte du système de santé, mais c'est toujours pas fait. Une modernisation du fonctionnement du système de santé. Donc voilà, donc déjà, la première conséquence, donc, c'est que ça pourrait donc harmoniser les prix vers le haut, vers le bas. Malheureusement, en France, ça risquerait d'être plutôt vers le haut, une augmentation des prix pour nous. Ta, ta, ta. En revanche, le manque à gagner pour les industriels sur ces marchés pourrait conduire à des négociations plus dures dans les pays où les remesses commerciales sont importantes. Donc en fait, oui, il y aurait un total remise à plat du système de négociation et des négociations du prix des médicaments. À terme, notamment pour les nouveaux produits, on assisterait à une convergence mondiale des prix déconnectée des capacités budgétaires spécifiques à chaque pays, mais dictée par les orientations de la politique américaine. En gros, c'est les Américains qui donneraient le là. En France, cela compliquerait le financement des dépenses de l'assurance maladie.
Et ça, donc déjà parce qu'on risquerait sur les produits de base à ce que ce soit tiré vers le haut, pardon, que le prix soit tiré vers le haut, du fait de ce principe de renégociation, parce que chez nous, ils sont vraiment tirés vers le bas. Et sur les nouveaux produits qui sont aussi importants dans les traitements, eh ben, on serait aussi très très mal placé, quoi. Donc, d'autre part, il faut anticiper une perturbation de l'accès aux futures innovations. Le marché américain étant souvent le premier à accueillir les nouveaux médicaments, le prix initial pratiqué aux États-Unis pourrait devenir une référence mondiale. Or, contrairement à l'Europe, les États-Unis ne conditionnent pas le remboursement à une évaluation médico-économique. Cette absence d'analyse d'efficience contribuera à la flambée des prix. Donc l'innovation, eh ben, ça se payera très cher. Venez, on interdit de marger sur la santé des gens en échange d'une contribution de chaque pays à un fonds de recherche médicale. Tu penses que ça peut marcher? Je parle à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle dans l'état géopolitique actuel des choses. Parce que sur le principe, voilà, laissez-moi rêver, voilà. Oui. Non, mais moi, encore une fois, hein, je trouve ce genre de proposition intéressante parce que c'est toujours bien, je trouve, d'avoir entre guillemets des utopies ou des visions comme ça long-termistes. Mais c'est vrai que malheureusement, dans le contexte actuel, ça me paraît, il y a beaucoup de choses qui me paraissent complexes, quoi, à mettre en place. Enfin, mais, euh, mais là, si on raisonne plus ou moins à petite échelle, c'est sûr qu'au niveau européen, si on peut déjà, nous, essayer de se mettre un peu ensemble pour trouver un équilibre et que ça se passe mieux, bah voilà quoi. Euh, donc voilà, il faut en parler et il faut anticiper les choses, quoi. Donc voilà, bah, je voulais vous montrer, vous parler de ça pour bah, toujours dans le sens, hein, ce qui se passe là-bas a un impact ici et que bah, le problème, c'est que forcément, déjà que la sécurité sociale est mise à mal, est en danger, que nos politiques, ça va pas dans le bon sens pour essayer de préserver ce système-là, euh, forcément, une augmentation des prix des médicaments aurait un impact considérable sur la sécurité sociale. Puisque, bah, de fait, ça voudrait dire plus de dépenses. Et que déjà, on nous dit il faut moins de dépenses. Donc, vous voyez que bah, il faut rester attentif à ce qui se passe outre-Atlantique voilà, pour anticiper et agir à notre échelle là-dessus. Nous, on n'a pas trop de pouvoir, mais faire en sorte que nos politiques n'attendent pas la dernière minute et qu'on soit pas qu'on se fasse pas avoir entre guillemets, quoi. Enfin, anticiper les choses, quoi. Anticiper, ce serait bien. Je sais pas si ça marche trop, si nos politiques sont très forts pour ça. Voilà, donc ça c'était le petit point outre-Atlantique. J'ai profité qu'on parlait voilà, de ce qui se passait là-bas avec la grippe aviaire et tout ça pour rebondir là-dessus.